Alors ça, c'est au Mali, ouais, Ouais. en 2018, où là, voilà, on est posé en hélicoptère. Il y a beaucoup de choses qui se passent au-dessus de nos têtes. On entend les hélicos, on voit les drones qui nous désignent un endroit dans la forêt. Moi, je vois la silhouette du terroriste et la silhouette de la Kalachnikov. Je me dis inconsciemment que c'est pour moi. Et au moment où il se retourne et au moment où il lève son arme, je réalise ma mission. Je prends un impact en pleine plaque. Donc là, je suis projeté en arrière violemment. Et je me dis que c'est fini, tout simplement. Hein. C'est ce qui se passe dans la tête d'un gars qui prend une balle. Hein. Je me dis que c'est fini. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'œil du pro. Aujourd'hui, on reçoit Matt, qui est un ancien des forces spéciales. Tu viens d'être civil depuis 2-3 jours, c'est ça? Depuis 2 jours, oui, depuis le 1er juin. Et tu as sorti ce livre, Objectif Force Spéciale, Oui, aux éditions Pierre de Taillac. exactement. Un livre passionnant qui se lit très vite, dans lequel en fait tu expliques comment devenir commando marine, force spéciale. Oui, et notamment aussi comment atteindre tous ces objectifs de vie. Ça peut être n'importe quoi. Il y a la voie professionnelle, on va dire, habituelle, et aussi la voie militaire, où bien sûr on a tous des objectifs différents, mais ça peut aider tout le monde. C'est ça. Sur la 4ème de couverture, il y a marqué que vous voulez devenir pilote de F1, chef cuisinier étoilé ou astronaute. L'exemple de Matt et ses conseils vous aideront à atteindre votre objectif. Bon, Oui. il y a des conseils dans le livre qui vont pas forcément servir à un chef cuisinier, ça j'en doute. Pour faire un bref parcours pour vous le présenter, Matt, bon évidemment c'est un héros, ça je peux me permettre de le dire. En juillet 2010, donc du coup tu rejoins cette fameuse unité spécialisée du commandant Trépel, le CTLO. Vous faites du CTLO, Ouais. contre-terrorisme et libération d'otages. En fait c'est un peu plus large que ça, il y a la lutte contre le piratage, la lutte contre les narcotrafiquants. Exactement, ouais, le contre-terrorisme désigne énormément d'actions qu'on peut réaliser, et on est spécialisé notamment dans la libération d'otages. Voilà, c'est avant tout le contre-terrorisme, et on peut être déclenché sur une libération d'otages au sein même d'une mission de contre-terrorisme, D'accord. sans le savoir. Sous ordre du président de la République. Alors ça, oui, bien évidemment, mais avant Mais pas tout- que. Mais pas que. Ouais. Ça vient, en fait, ça vient du bas, ça monte en haut et ça redescend très vite en bas. Voilà, ça c'est quelque chose que moi je ne maîtrise pas à 100%. Mais vous avez déjà eu Sarkozy ou Hollande au téléphone Alors, Directement. pour certaines opérations, oui, c'était pas nous directement, mais nos gradés, nos supérieurs, qui attendaient simplement l'aval du président de la République pour avoir le droit de partir réaliser cette mission. Donc de 2010 à 2020, là tu fais énormément d'OPEX déployés dans quasiment tous les endroits du globe, surtout l'Afghanistan. Ouais. Tu fais à peu près 500 sauts, c'est ça? Jusqu'à 2020. Alors, sur toute ma carrière, j'ai fait à peu près 600 sauts. 600 sauts. Ouais, mais pas tous opérationnels. Bien sûr. J'en ai fait que 5. J'ai fait 5 sauts opérationnels, mais le reste, c'est des sauts d'entraînement. Je voulais revenir là-dessus justement dans le livre, la plongée, le saut, toutes ces spécificités-là, c'est ça ce qui fait un peu le sel des commandos, du soldat supérieur un peu. Pratiquer tous les milieux, les airs, la terre, la mer, Oui. c'est ça ce qui vous définit vous plus qu'un soldat conventionnel? Oui, c'est ce qui nous définit. Après, il y a toute la partie mentale et le socle Bien sûr. commun. Que même un commando marine a un énorme socle commun. Du coup, c'est une force spéciale. Et ensuite, on se spécialise en libération d'otages, en shooter. Et aussi, il y a le commando Hubert, dont je ne suis pas commando Hubert, mais il y a le commando Hubert qui, lui, est spécialisé dans les actions subaquatiques. Donc là, c'est une spécificité supplémentaire. Plongeur de combat. Plongeurs de combat, exactement. Donc là, eux, ils réalisent des missions très particulières, très secrètes. On va parler du tout début, quand vous décidez que ce sera la marine. Il y a ce qui s'appelle le cours de QMF, quartier maître de la flotte, c'est ça? Ouais. Vous êtes major. Je termine premier, oui, et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé dans ma petite vie de C'est ça ce que je voulais te demander par rapport à ton profil d'élève que tu avais toujours eu. Est-ce que tu étais dans les brillants ou plutôt au fond de la classe Alors, j'étais pas brillant, mais j'étais quelqu'un de très discret. Je restais... c'est ce qu'on me reprochait, c'est que j'avais du potentiel, mais je trouvais foutais. pas ma place à l'école. Et je restais
Oui, au fond de la classe, mais en fait, je ne disais rien, je participais pas, je m'ennuyais un petit peu à T'étais pas l'école. animé par un quelconque Non. objectif. À part en sport, notamment. Ouais. Et tu faisais du surf, c'est ça? Je faisais du surf, oui, je faisais beaucoup de foot également. J'étais passionné, je suis passionné par le sport en général. Mon père m'a dit un jour, et ma mère aussi, bon, il va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. En gros, bouge-toi le cul. Voilà, bouge-toi le cul et dis-moi ce que tu veux faire. T'as Moi, 17 ans à l'époque, c'est ça? Ouais. Je suis en Martinique, j'ai 17 ans, et on n'a pas internet, j'ai pas de téléphone. Moi, mon premier téléphone, je l'ai eu quand je suis arrivé à Lorient, j'avais 20 ans. Ah ouais. Ouais, et tout ça. Et en fait, pour s'intéresser et puis pour se cultiver sur notre futur métier, il n'y a que les magazines qu'on trouve à droite, à gauche. Je vais également faire ma petite pub pour notre offre payante de VA+. On vous rappelle que vous avez plusieurs paliers et vous aurez accès à des documentaires absolument magnifiques, exclusifs, que seuls les abonnés peuvent voir. Il trouve une boîte de produits énergisants. Ici, c'est interdit. Ça va t'aider, ça, aller plus vite? Non, premier maître. Ça va t'aider à aller plus vite, ça? Non, premier maître. C'est avec ça que tu vas gagner quelque chose, hein? C'est avec ça. Avec ça aussi, tu vas être bon avec ça. Non, premier maître. Hein? Tu vas être bon. Tu crois que je vais trouver quelque chose qui va m'intéresser? Hein? Hein? C'est quoi, premier maître? T'as pas amené tes cigarettes? Hein? Non, premier maître. Elles sont où? Elles sont où? J'en ai pas, premier maître. Dans ton caisson là-haut? Dans ton caisson là-haut? Oui, premier Va maître. chercher, dépêche-toi. Ça, c'est le stage commando. Ouais. Moi, la question que je vais te poser, à la lecture de ton livre, j'ai été un peu choqué, ayant évidemment passé ma jeunesse à regarder des reportages comme ça. Quand tu parles de gel, de glucides, de pâte de fruits, de pâte d'amande, tu mets même, tel un ours, du miel dans ton sac pour les épreuves sportives. En fait, c'est faux ou c'est vrai, c'est ce qu'on voit là, ces images-là Alors ça, c'est totalement vrai. C'est un petit peu un jeu que joue Marius. Les instructeurs sont là avec le béret vert. Nous, en tant que jeunes, on a 20 ans, on voit les instructeurs arriver, on est choqués. C'est notre vie, on veut être commando marine. Et quand on voit le premier maître arriver et ouvrir les questions, en fait, il lui demande simplement est-ce que tu as tes cigarettes, il hésite à dire oui, il ne faut pas hésiter. En fait, c'est juste qu'il veut l'impacter moralement et lui dire que ici, c'est moi le patron. Et même si tu as des cigarettes en haut, et même si un saucisson, ça fait pas de mal, quoi. Mais il veut simplement lui dire ok, maintenant c'est moi le patron, c'est moi qui décide pendant cette formation-là. Et tu vas manger ce que je te dis et à l'heure que je te dis. Voilà, c'est juste ça en fait qu'ils veulent faire. C'est possible pour un force spécial de fumer? Oui, beaucoup fument. Tu fumes toi? Non. J'ai fumé longtemps et il est arrivé quelque chose dans ma vie personnelle où j'ai perdu quelqu'un et du coup j'ai réalisé quelque chose. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. Et c'est voilà, mais beaucoup de gars fument chez nous. D'accord. Après une bonne mission, c'est quelque chose qui reste. Et puis ça fait du bien, ça a une cohésion en plus. Enfin, voilà. De temps en temps, pourquoi pas un petit cigare pour fêter quelque chose. Mais... On a l'impression, quand on parle des forces spéciales, que c'est tous des leaders. Et on sait que c'est pour un chef de groupe extrêmement difficile de gérer les égos des uns et des autres. Comment ça se passe en vrai dans l'hélicoptère, quand les mecs disent non, moi je veux faire ça. C'est un peu comme des pilotes de F1 quoi, ou des sprinteurs autour de France qui ont tous un ego Voilà, et un leadership. On a tous un ego, on est tous un petit peu leader, mais la fonction qu'on possède au sein du groupe fait qu'on aura le dernier mot. Mes dernières années, j'ai été chef de groupe, et un chef de groupe a besoin de ça. Moi, je sais très bien que je laisse la parole au plus jeune arriver. Le gars, il a beau avoir 25 ans, il aura peut-être la solution qui va me permettre de réaliser ma mission. Mais c'est sûr que le jour où je vais lui dire « Ok, maintenant tu te tais et tu fais ça », il va le faire. Voilà, on peut faire le parallèle avec Mbappé. Aujourd'hui, il est tout jeune, mais c'est le meilleur au monde. Demain, il y aura peut-être un gars qui a 22 ans qui va arriver au commando, mais le gars, il va être super fort, il va être très intelligent, et il va avoir une lucidité sur ce qui se passe autour de lui. Tu dis même que si on pense qu'un matériel est défaillant ou qu'un GPS est pas bon, ou que voilà, c'est un truc un peu particulier des forces spéciales d'avoir la capacité à être un peu en tout cas libre et indépendant par rapport à une troupe conventionnelle qui pourrait pas forcément se plaindre de tel ou tel équipement. Oui, c'est ça. Souvent, ça nous arrive, on saute. Le GPS ne fonctionne pas. Moi, il m'est arrivé un jour une grave erreur de ne pas mettre de pile dans ma JVN. Et il m'est resté... JVN, c'était des jumelles à vision nocturne. C'est pour voir la nuit, pour voir le sol.
voilà, je suis tout seul sous mon parachute, je suis dans la merde, et en fait, je me rends compte que oui, on a une montre, et voilà, on a toujours on a toujours quelque chose qui va nous sauver le cul, quoi. On a l'impression, quand on lit le livre, qu'on peut tous y arriver. Enfin, c'est ce que tu essaies de nous faire croire. En fait, non, je pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas, génétiquement, mentalement, même au niveau de l'éducation, un truc en plus que vous avez quand même? Honnêtement, je dirais qu'on est tous capables de le faire. Chez nous, il y a des gars qui font 2 mètres, il y en a qui font 1m60. Déjà, il n'y a pas de femme, par exemple? Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme, pour l'instant. Mais je pense que ça va arriver un jour ou l'autre. Mais là où je vous rejoins, c'est peut-être sur l'éducation. L'éducation fait beaucoup de choses. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation au top. C'est que mes parents, ils m'ont toujours amené vers le haut. Ils m'ont toujours aidé, malgré mes difficultés scolaires, etc. Et en fait, j'ai eu très petit une confiance en moi. Et en fait, c'est ça le plus important. Faut être confiant. Et il faut se dire, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Il faut se préparer en fonction. C'est sûr qu'il ne suffit pas de le vouloir, il faut se préparer pour. Tu nous parles d'énormément de volets de la psychologie, la gestion du stress, comment je dirais, les appréhensions, l'ego, l'humilité, le leadership. Tu reprends tout ça. J'aimerais qu'on écoute ensemble justement Kylian Mbappé. Parce qu'on sait que vous, les forces spéciales, en fait, en vérité, vous êtes des sportifs de haut niveau. On peut le dire. Oui. Vous êtes des sportifs de haut niveau. Il n'y a pas tellement de différence entre des très grands sportifs et vous, en fait. Des gens comme LeBron James ou Cristiano Ronaldo au football sont des gens qui travaillent énormément, qui après les matchs vont faire 2 heures à la salle, en footing de 15-20 km. Vous avez cette mentalité-là. Et il y a d'autres sportifs qui ont une vision différente des choses, qui travaillent un peu moins, qui ont un talent un peu plus s'exprimer que les autres. Et il y a cette interview de Kylian Mbappé. D'accord. J'aimerais que tu réagisses parce que dans le livre, tu nous expliques qu'il faut se former à l'échec, qu'il faut se dire je vais échouer, et qu'il faut se préparer à ça. Le cliché, c'est de dire on apprend de ses défaites ou de ses échecs, C'est pas vrai. etc. C'est pas vrai. J'ai pas eu besoin de perdre pour apprendre. Ça, c'est un discours pour consoler. Après, bien sûr, une fois que tu as perdu, il faut s'en servir parce que tu vas pas garder la défaite, une tache noire, il faut s'en servir. Mais je crois pas en cette logique de il faut perdre pour apprendre. Non, parce que moi, avant de connaître les défaites que j'ai eues, j'avais presque tout gagné. Et pourtant, j'avais acquis une expérience et un voyage hyper enrichissant. J'avais tellement appris des joueurs que j'avais côtoyés, des entraîneurs, de tous les gens. J'ai pas eu besoin de perdre pour ça. Donc pour moi, c'est vraiment consoler un loser, comme tu parlais de loser. Apprendre de ses défaites, c'est... En fait, il parle de lui. Kylian, il a de la chance d'être exceptionnel. Il est avec un ballon, depuis tout petit, c'est le meilleur. Donc il a été porté par le succès. Et je ne sais pas s'il a eu des erreurs dans sa vie, mais je suis persuadé que... Un penalty quand même Un penalty qu'on connaît. Mais je suis persuadé que le jour où il a raté ce penalty-là, il s'est dit merde, la prochaine fois je le tirerai autrement ou je le ferai autrement. Moi, je reste convaincu qu'on peut être amené à être meilleur dans n'importe quelle discipline, d'être un businessman hors pair sans avoir vécu d'échec. Mais je suis persuadé que l'échec est synonyme d'apprentissage. J'ai eu la chance aussi de ne pas avoir eu d'échec dans ma carrière de commando marine. Qu'est-ce que ça s'appelle un échec? En fait, au début, j'ai fini major de ma promo, ensuite le stage co, ça s'est bien passé. Oui, blessure. J'ai pas eu de blessure, etc. Et puis arrive le stage co chef d'équipe, où j'ai une petite maladie qui me fait faire un échec à mes cordes. Mais en fait, moi, cet échec m'a fait apprendre énormément de choses. Et dans la vie de tous les jours, je reste persuadé que l'échec fait apprendre. Mais comment Et en fait, le fait de se poser une question, ça nous donne l'opportunité d'avoir une conversation. C'est-à-dire que si je te dis, ok, la table, elle est marron, tu vas me dire oui. Et point. Et si je te dis, ok, quelle est la couleur de la table? Et toi, tu vas me dire, elle est marron clair. Moi, je vais te dire, elle est marron foncé. Ouais, mais comment tu la vois? Et voilà. Le fait de poser une question, ça permet d'ouvrir. Et en fait, quand on est dans l'échec, on se pose des questions. Pourquoi lui, il va plus vite que moi? Est-ce qu'il s'entraîne plus que moi? En fait, ce que tu dis, c'est le fait de se poser des questions, ça nous élève, tout simplement. Comment je vais réagir si à la marche ou quand on court, Voilà.
un autre stagiaire nous dépasse ou, Exactement. Toi, ouais. quand tu rentrais le soir du stage commando, tu notais tes points, enfin tout ce qui s'était passé un peu, tu faisais une synthèse de ce qui s'était passé dans ta journée pour essayer de voir où est-ce que t'étais bon ou pas. Voilà, moi je me disais aujourd'hui je veux pas que mon nom sorte de la bouche de l'instructeur. Ouais. Ça veut dire qu'on est au milieu du fleuve et qu'on est bien. Du moment que ton nom sort, et ben voilà, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de mal. Donc voilà, il faut être présent, il faut pas se mettre en avant, il faut pas être trop derrière parce que être à la traîne. Faut être là, mais faut se laisser, faut être discret quoi. Ouais, c'est l'équilibre à trouver quoi. Voilà. La nuit précédente, lors d'un exercice, 2 stagiaires ont oublié leur arme en forêt. Pour Marius, une faute inexcusable. Et je peux te dire que grâce à vous deux aujourd'hui pour avoir laissé traîner vos armes, et vous allez pénaliser la totalité du groupe. Tu crois que quand je te donne ça, c'est une gueuse? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas vivre avec, en permanence. T'as bien compris? Oui, premier maître. Je considère ça comme une faute professionnelle grave. Je me ferai un plaisir d'aller voir le Pacha pour demander autorisation que tu sois viré. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. Ça, t'avais vu ça? Oui, je l'ai vu. Ouais. C'est comme ça qu'ils parlent les instructeurs. Oui, H24. Hein. Retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. Oui, c'est encore une fois, psychologiquement, le jeune, il est atteint là. Il sait qu'il a fait une erreur, il a ses larmes, il a peur d'être viré, parce que c'est Marius qui parle. Il a peur d'être viré et puis il voit ses coéquipiers, j'allais dire, mais les gars du stage qui sont face à lui et qui le regardent. Enfin voilà, c'est quelque chose de très stressant pour un jeune. Et Marius a raison. Il a raison. Je croyais que, j'ai oublié ces 3 mots qui n'existent pas chez nous. Il n'a pas oublié, je suis sûr, de mettre sa veste pour avoir chaud. Mais par contre, il a oublié son arme. J'ai eu la chance de faire un reportage, j'ai passé 48 heures avec les commandos parachutistes, le groupement commando parachutiste du 8e RPIMA à Castres. Et je voulais te montrer un petit extrait de la vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, foncez la voir. C'est énormément de boulot, de post-production, de montage. C'est des images assez exceptionnelles. En tout cas, foncez-y. On fait un assaut en zone urbaine. J'aimerais qu'on parle un peu techniquement de comment vous faites. Ok. Au Sahel, les GCP font face à un ennemi insaisissable. Embuscades, mines et véhicules piégés, les menaces sont multiples. La menace qui était pour nous la plus importante, c'était soit les IED, soit l'ennemi direct. Donc, mais pas plus. Pour faire face, les hommes du lieutenant Hugo s'entraînent sans relâche. À l'image de ce nouvel exercice où les colonnes d'assaut pénètrent machinalement dans le bâtiment, en nettoyant chaque recoin de chaque pièce, l'une après l'autre. Dans ton bouquin, on a la chance du fait que tu nous racontes une mission particulièrement terrible, puisque vous perdez un frère d'âme, Jonathan. D'ailleurs, tu reviens pas là-dessus dans le livre, mais il me semble que vous essayez de faire croire à tout le reste du groupe qu'il est encore en vie, jusqu'à ce que vous soyez exfiltré. Bah, c'est une volonté de Sly. Sly, c'est le chef, et Sly nous dit, tout le monde se tait dans le petit cercle qu'on était en train de médicaliser avec Junior, Jonathan. Sly, en 2 mots, il nous dit, taisez-vous, on garde ça pour nous. Voilà, on le comprend tout de suite, et voilà, on s'exécute. C'est quelque chose de compréhensible, et puis c'est pas des ordres qu'on entend tous les jours, mais c'est clair que c'est bien dit, quoi, tout simplement. Il faut le faire, parce que derrière, il peut se passer n'importe quoi. Mais vous avez quand même le courage de re-rentrer dans la pièce pour aller chercher son corps, avec ce chien qui fait un boulot absolument miraculeux, qui vous donne même la force. C'est assez génial de lire ça, c'est un chien qui m'a donné le courage. On était stressés, on avait sûrement peur, mais à ce moment-là, on fait pas attention à ça. On est omnibulé par un truc, c'est d'aller récupérer Jonathan. Et grâce à la cohésion d'un groupe, parce que c'est sûr, si je suis tout seul dans cette pièce et qu'on me dit d'y aller, je vais sûrement pas y aller. Mais grâce à mon coéquipier qui est à droite, à gauche, grâce à ce chien qui a été bousculé pendant un petit moment, et du coup on voit que lui, il va y aller, et on se dit, ok, il fait partie de la colonne, c'est un militaire, un chien est un militaire,
et on va, dès que lui part, c'est lui qui décide, et ben on va aller derrière lui, quoi. Et là, ça va très très vite. Et là, ça va très très vite. Il y a Fred et Ludo qui rentrent. Et voilà, on sait qu'il va y avoir un combat derrière la porte, hein. À bout portant, en fait. C'est à 3 mètres de nous. Mais on y va. C'est parce qu'on n'a pas envie de laisser les deux premiers, Fred et Ludo, tout seuls. C'est interdit, quoi. Psychologiquement, on n'y pense même pas. On y va. Et puis en fait, c'est notre jour J. On s'est entraîné pendant des années pour faire ça. Et on a reçu l'ordre de former cette colonne. Et on nous dit, moi je me dis en tout cas, ok, c'est maintenant. C'est maintenant que tout va jouer. C'est juste ça, c'est cette fraction de seconde. Peut-être il a fait ça au bon moment. Et Fred, il est né à nez avec lui. Et c'est ce qui va permettre au groupe, en une fraction de seconde, de rentrer dans une pièce. Ça peut être une grenade, ça peut être casser une fenêtre à gauche, et puis nous, on va rentrer à droite. En fait, on va essayer de chercher cette seconde pour d'inattention. On va la provoquer. Sherlock Holmes. Le gars en face, il va fermer les yeux, il va se crisper, il va réagir. C'est humain. Et nous, par contre, on est tellement entraînés, on l'a fait tellement de fois, que nous, on va pas fermer les yeux, on va pas se crisper, on va foncer et puis on va faire notre mission, quoi. Ouais, dans le reportage, on va chercher un mec retranché derrière dans une petite pièce, et on lance une grenade. J'ai regardé dans les rushs, toute la colonne, je faisais partie de la colonne, je devais rentrer et tirer. Et en fait, le seul qui bouge, c'est moi, ouais. Et on se met dans la peau du terroriste. On passe un par un. On passe un par un dans la peau du terroriste. Même moi, quand je suis terroriste et que je sais qu'il y a les gars qui arrivent, je ressens une certaine pression. Je sais que les gars, il y a une porte à gauche, une porte à droite, par quelle porte ils vont rentrer. Et j'imagine la pression du terroriste, elle est x100. C'est pour ça qu'on est habillé en noir, c'est pour ça qu'on est cagoulé, c'est pour impressionner, c'est pour ok, c'est nous les patrons maintenant. Ah, il y a un côté symbolique là-dedans. Ouais, voilà, moi j'ai déjà parlé avec des gens qu'on avait été récupérés, et en fait, ils ont tous l'impression qu'on fait 2 mètres de haut, on fait tous 120 kilos. Non. Il y a des gars qui font 1m70, 70 kilos, mais le fait qu'on soit habillés tous en noir et voilà, qu'on soit bien équipés, ça impose. Et ça, même le plus costaud des terroristes le ressent. Il entend les grenades exploser, il entend les tirs se rapprocher, il va se retrancher dans une pièce, on se fait une image 3D de la pièce, et on se fait une image du gars où est-ce qu'il est. Et grâce à ça, en fait, pratiquement à chaque fois, en tout cas, peut-être pas tout le temps le premier, parce que le premier fait souvent, prend souvent, malheureusement, mais le deuxième, derrière, il exécute le travail, quoi, tout simplement. Et toi, tu prends une balle dans la plaque à un moment donné? Alors ça, c'est au Mali, en 2018, où là, voilà, on est posé en hélicoptère. Tout de suite, il y a beaucoup de choses qui se passent au-dessus de nos têtes. On entend les hélicos. C'est une forêt. Voilà, on voit les drones qui nous désignent un endroit dans la forêt. Où il y a un chef terroriste, c'est ça? Voilà, il y a un chef terroriste à l'intérieur. Et on a simplement l'ordre d'aller les capturer, dans un premier temps. On a une lucidité en tant que commando marine, force spéciale. C'est qu'on laisse toujours l'opportunité aux terroristes de se rendre. Et du coup, pour nous, de récupérer beaucoup de renseignements, mine de rien. Et là, cette menace-là c'est levée, on était à 20 mètres. Et voilà, on répond à cette menace par la force. Et voilà, c'était cette nuit-là. Et puis, moi, je vois la silhouette du terroriste et la silhouette de la Kalachnikov, voilà, grâce à mes JVN. Et je me dis inconsciemment que c'est pour moi, parce que j'ai une bonne vision. Et en fait, il se retourne, et au moment où il se retourne, et au moment où il lève son arme, voilà, je réalise ma mission, et à ce moment-là, en fait, je vois les gars Ils étaient planqués au sol, en fait. Les 5 autres, parce qu'il y en avait 2 debout, et les 5 autres étaient au sol, planqués derrière un rondin de bois. Ah ouais. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je décide de rester debout, parce que je les vois, et du coup, je veux pas perdre le visuel. Oui, tu dis que pour assurer ton tir, tu restes debout.
Voilà. Pour pouvoir être précis, Bah déjà, moi je porte une arme qui est assez lourde, c'est un HK 417. 417 d'ailleurs, je savais pas. Moi, Donc il y a le 416, c'est de la 5,56, et le 417, c'est de la 7,62. Ok, donc comme les terroristes. C'est une munition, voilà, c'est une munition qui a beaucoup plus de force et de pouvoir. Et voilà, et je me dis, les gars sont derrière un tronc d'arbre, je sais qu'avec mon arme, je vais pouvoir les atteindre grâce à ma munition. Et du coup, c'est pour ça que cette arme-là, il faut être bien stable pour s'en servir, et je reste debout. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire que 2 secondes après, je prends un impact en pleine plaque. Donc là, je suis projeté en arrière violemment. Et je me dis que c'est fini, tout simplement. Hein. C'est ce qui se passe dans la tête d'un gars qui prend une balle. Hein. Je me dis que c'est fini, vraiment. Et je touche le sol, je vois que ça bouge encore devant moi. Et je me dis que le combat continue, j'entends les gars à la radio. Et voilà, c'est quelque chose de particulier. Mais Jusqu'à Matt décroche. voilà, tout de suite, je finis mon chargeur, je suis au sol. Chez nous, en fait, on a une confiance du feu, c'est-à-dire que on a une vision à 360 degrés de la scène. On est capable de savoir tout le temps où est-ce que sont nos gars. Parce que c'est pas parce que je suis par terre et que ça combat que je dois me lever et faire n'importe quoi. Parce que je peux mettre en danger les gars, je peux mettre moi en danger. Du coup, j'attends l'ordre. Ok, Matt, tu te lèves, tu pars à gauche. Moi, je réalise déjà au sol que ça va. J'ai peut-être quelque chose, mais ça va. C'est pas le pire. Et en fait, je peux marcher, donc je me rends compte que ça va. Je me dis que c'est peut-être l'adrénaline. C'est au cœur en plus. Ouais, voilà, ça vient vraiment ici au niveau du cœur. Ouais. Si j'avais été à genoux, c'était dans la tête, quoi. Je réalise que là, bah voilà, ça commence vraiment à me brûler. C'est l'effet que ça donne. C'est vraiment une brûlure. Hein. C'est très très chaud. Et je réalise que c'est pas si grave que ça. Et là, Matt te dit t'as de la chance, Mich te dit t'as de la chance mon cochon, c'est ça? Ouais, voilà, il me dit t'as de la chance mon cochon. Ça c'est hallucinant. Quand on lit ça, c'est hallucinant. Vous êtes en plein feu. Je sais pas combien de temps ça dure, quelques petites minutes quoi. Oui, voilà. Là, tu te prends une balle, t'es projeté. C'est super chaud. J'imagine qu'il y a un traumatisme forcément musculaire ou un truc qui se passe. Oui, j'ai eu un hématome. En 1 minute à peine, vous arrivez à vous marrer quoi. Ouais, on rigole de la situation parce que on se connaît par cœur et en fait l'adrénaline, grâce à l'adrénaline, en fait, tout simplement, on arrive à avoir nos sens décuplés et puis ça nous fait rire. Mais ça dure quelques secondes. Hein. Tout de suite après, on se reconcentre et puis on entend des ordres à la radio. C'était Johan qui était le chef. Et on a reculé de quelques mètres pour que le tigre nous supporte et fasse ses tirs de neutralisation pour que la scène soit figée. La maîtrise du feu, comme tu dis, c'est un truc que les forces spéciales maîtrisent largement plus que les forces conventionnelles. En Afghanistan, on se rappelle de cette terrible embuscade d'Ouzbin. Ouais. Moi, je voudrais qu'on écoute ensemble un témoignage d'un soldat qui était là-bas. J'imagine que tu as évidemment vu aussi ça. Vous êtes vu mourir? Oui, on s'est vu à un moment donné, donc on a même dit, et puis même moi le lendemain quand j'ai mis mon treillis à la corbeille, c'est un pote à moi qui me l'a mis, il a retrouvé une balle dedans, parce que on s'est dit, s'ils arrivent trop près, qu'on peut plus rien faire, qu'on a fait notre boulot jusqu'au bout, il vaut mieux s'en mettre une que de se faire prisonnier ou de se faire tuer par l'ennemi. Ouais, c'est troublant. On voit qu'il est marqué, on voit qu'il est choqué. Ils sont pas forcément, ils n'ont pas la chance d'être aussi bien préparés que nous. Et du coup, voilà, ils ont, comme on dit, ils ont pris cher, quoi, tout simplement. Ils n'étaient pas là au bon moment, au bon endroit. On voit qu'il est pris psychologiquement. Mais la balle dans la poche pour se la mettre au cas où, pour être capturé, voilà, c'est un truc que vous pouvez faire, ça? Non, c'est quelque chose qu'on fera jamais. C'est vrai? Non. Je parle pour l'ensemble des commandos marines, hein, je pense, mais la majeure partie diront la même chose que moi. Hein, mais c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Si je dois rester 2 ans dans un trou... Capturé, torturé, à livrer du renseignement, parce qu'on finit forcément par en livrer. Oui, parce que c'est une procédure. Aussi, on a des choses à dire au bon moment et c'est quelque chose que je ne ferai jamais. On a toujours un espoir et on doit toujours se démerder pour survivre. Si une nuit j'ai l'espoir de pouvoir m'évader, je la prendrai
Et c'est pas moi qui vais me mettre une balle, c'est le gars qui me mettra une balle. Et c'est à ce moment-là que je pourrais dire, ok, j'ai été jusqu'au bout. J'ai le temps de me prendre ma balle dans la poche. Voilà, je peux comprendre cette réaction, mais en tout cas, dans les forces spéciales Commando Marine, on le fera jamais. En respect au béret vert et en respect de nos anciens, qui eux ont été jusqu'au bout, quoi. Ouais, bah ouais. Ils étaient 177, ils ont mis les pieds sur cette plage, ils savaient qu'ils allaient y rester, peut-être, et ils y sont allés. Donc en respect pour eux et aussi en respect par rapport à ma famille, je ne pourrais jamais faire ce geste. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Force Spéciale, Oui. avec Marius d'ailleurs à l'intérieur. Ouais. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, bien sûr. Ouais. On va regarder une petite scène ensemble et tu vas me dire si c'est du cinéma ou si c'est ce que tu as vécu. Ok, c'est que du cinéma. On voit sa façon de se déplacer, la façon de tenir son arme, la façon le terroriste, comment il se déplace avec une otage. Enfin, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais comme ça. C'est pas possible. Même son tir, hein, il le fait, il descend son arme puis après il la remonte. C'est pas nos procédures. Elles sont tout autres. Et voilà, j'en dirai pas plus, mais... Donc, même si le terroriste tire un otage comme ça, toi tu pourrais pas tirer comme ça? À ce moment-là, non. À ce moment-là, non, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. T'aurais fait quoi à sa place? Eh ben, j'aurais... En fait, le terroriste, il est en train de faire quoi? Il est en train de se déplacer vers moi. C'est-à-dire que peut-être qu'il a envie de discuter. Encore une fois, je laisse l'opportunité au terroriste de pouvoir dire quelque chose et de se rendre, etc. Donc là, il se déplace vers lui, enfin voilà, il a l'arme, il a le doigt sur la détente, il a l'arme sur la tempe de l'otage. Il peut se passer n'importe quoi. Au moment où le gars il tire, le terroriste peut se crisper et appuyer sur la détente et avoir un geste malheureux. Au niveau du tir, là on le voit aussi dans cet extrait, mettre 4 ou 5 balles sur un mec qui vient de tomber pour être sûr. Confirmé. Voilà, on confirme. Il y a deux choses différentes, c'est-à-dire qu'on peut neutraliser un ennemi et être sûr de son objectif, que l'objectif est atteint. Ça, c'est une évidence. Mais s'il est loin et si on perd un visuel dessus et qu'on arrive, s'il tombe derrière un rocher, on perd le visuel et que 10 secondes après, on va dessus, on s'autorise à confirmer. Oui, c'est une procédure. Depuis tout à l'heure, quand tu parles de ça, de donner la mort, je sais pas si je peux me permettre de dire ça comme ça, il y a souvent un petit problème de vocabulaire ou de sémantique par rapport à ça, je sais. Tu dis faire son boulot, neutraliser, réaliser mon job. En fait, vulgairement dit, c'est tuer des gens. Vulgairement dit, je sais que c'est plus esthétique que ça, ouais. Très vulgairement dit, c'est tuer des gens. Dans ton livre, tu racontes une mission où tu essaies d'aider une frégate, enfin des bateaux, je crois, de commerce, je crois, qui ont besoin de sécurité parce qu'il y a des pirates. Thoniers français, ouais. Et des pour la pêche au thon. Et là, pareil, dans le bouquin, tu dis on réalise ce qu'on a réalisé, quoi, tu passes très vite là-dessus. C'est un truc auquel on s'habitue ou alors on s'y habitue jamais à ça? Voir le mec tomber dans sa mire, quoi. On peut pas dire qu'on s'y habitue, mais c'est une conséquence de notre travail. Malheureusement, encore une fois, on répond à une menace, c'est soit lui, soit moi. Du coup, c'est lui qui tombera en premier, ce n'est pas moi. Et puis, voilà, on dit neutraliser, on dit réaliser notre mission. Pourquoi? Parce qu'on reste humble, avant tout. C'est pas une fête de faire ça. C'est juste réaliser une mission. En fait, on travaille au nom de la France, pour la France. Je travaille pas pour moi, Matt, je travaille pour la France. Et on doit respecter tout ça, en fait. Et on respecte même le terroriste qui est face à nous. C'est comme ça. Ils peuvent avoir fait n'importe quoi au moment où il faut. On doit pas se poser la question, quoi. On réalise notre travail, on le neutralise et un point, c'est tout. Ça n'a pas d'impact psychologique sur nous. Parce que vous êtes des forces spéciales.
Parce qu'on est bien préparé. Moi, il m'est arrivé de dire ok les gars, moi je ne vais pas, une fois que le travail est réalisé, moi je préfère prendre un appui que d'aller relever les corps, etc. Parce que à ce moment-là, je me sentais pas bien, et notamment le jour où j'ai pris la balle, quoi, par exemple. J'ai dit aux gars, bah, moi je préfère rester, prendre un appui, souffler un peu, parce que je me sens pas bien. Donc, et les mecs me disent, ouais, en fait c'est une communication interne. C'est le gars qui se sent aujourd'hui, il va le faire. Le gars qui se sent moins bien, il reste à l'écart. Donc on n'est pas des surhommes, on est juste bien entraînés et on arrive à communiquer. C'est en Afghanistan. Oui. Tu tires sur quoi là? Tu tires sur quoi? Eh ben vas-y, Asmat là. Et encore, bombarde. Bon, en gros, ils savent pas vraiment sur quoi ils tirent. Ouais, Et il mais ça peut arriver. C'est une vidéo hyper précise sur un moment précis. Grâce à son tir, au gars là, lui il sait sur quoi il tire, mais les gars à côté ne savent pas, pourtant ils sont à 5 mètres de lui. Et c'est la bonne question à poser. Tu tires sur quoi? Et les mecs, ils mine de rien, c'est des gars qui sont intelligents parce que ils demandent à leurs potes qui tirent sur quelque chose, où est-ce que tu tires? Pour avoir un visuel et pour essayer de comprendre. Et du coup, eux n'ont pas le visuel et il lui dit, bah vas-y, accélère. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à gauche ou à droite, il y a des gars, il y a des forces spéciales qui sont en train de rentrer dans cette maison, tout simplement. On sait pas. Ça peut arriver. C'est un civil. Peut-être qu'il a un mot à dire à Chiffon. Ah, top. Chiffon, il est où Chiffon? Ah, Chiffon. Non? Ok. Apparemment, il n'a pas vu Chiffon. T'as vu Chiffon? Oui ou non? Chiffon fait caca. Chiffon fait caca. Si, Chiffon. Non, ok. Lui aussi apparemment, il comprend pas pourquoi Chiffon n'est pas là. Ouais, je comprends pas non plus. Il est énervé là, là où il est énervé. Regarde, je l'ai là, Un coup de poing vite, un petit coup de poing pour le fou. Regardez dedans, je l'ai. Ça arrive, il y a des blagues de mauvais goût. On se marre, on est entre potes, entre mecs. Ouais, c'est des choses à pas faire. C'est un gamin qui est face à 3 costauds armés jusqu'aux dents, ils n'ont pas le droit de faire ça tout simplement, et ils le font mal en plus. Ce gamin-là, il peut, au pire, moi ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qu'il a sous sa veste? C'est la seule question à poser en fait, ce gamin-là, c'est ok, tu te stoppes, montre ce que tu as en dessous, et voilà, soit tu fais demi-tour, soit tu passes, mais on doit pas rigoler de ça, de la détresse, quoi. Vous, c'est impossible que vous fassiez ça. Non, c'est une grave erreur. Justement, dans l'extrait d'après, dans la suite du reportage, il tombe sur un poulailler et il s'amuse à balancer des grenades sans être découpillé sur les poules. En fait, t'évoques énormément la psychologie dans ce livre. Quand même, est-ce que tu peux pas nous raconter une anecdote où vous êtes quand même un peu déconnecté de la réalité, où il se passe quelque chose comme ça de surréaliste, sans forcément manquer de respect à l'ennemi, mais où on se rend bien compte que vous êtes dans une dimension particulière? Le seul moment qui me vient comme ça, où on se rend compte qu'on est dans une dimension particulière, c'est quand on est à Mopti-Sévaré, en 2013, où là, en fait, on repousse l'ennemi, parce que l'ennemi est en train d'envahir le Mali, et on est les premiers à arriver. Et là, en fait, au bout de 2-3 jours, on survole Mopti qui est libéré. Et en fait, on se rend compte que les villageois, les gens, en fait, ils nous applaudissent. Ils ont des drapeaux français. Il y a le maire qui vient nous voir. Il s'était fait une djellaba avec un pavillon français devant et un pavillon malien derrière, avec un chapeau français. Il avait ressorti toute sa panoplie. Il était fier de nous voir. Moi, on pose en hélico. Les enfants, ils nous courent dessus et en fait, ils nous applaudissent, ils nous prennent dans les bras, etc. C'est vraiment ce qui se passe, quoi. Parce que 2 jours avant, il y avait les terroristes qui sont arrivés, en fait, avec leur pick-up, ils rentrent dans les maisons. C'est pour ça qu'on les voit pas, c'est parce qu'ils rentrent, ils cassent les murs des maisons avec leur pick-up, et du coup, ils sont à l'intérieur des maisons, et c'est comme ça qu'ils pillent, ils font les pires erreurs ce qu'on peut imaginer, quoi. Et c'est voilà, et c'est là où moi je me rends compte, ah ouais, on est vraiment dans une autre dimension. On est tellement concentré dans notre mission que quand on a le contact avec les villageois, le monde normal en fait, là on se rend compte, ah ouais,
on a fait un truc de fou. C'est d'autant plus marquant ce que tu dis qu'en fait, en France, ça arrive jamais. En France, vous n'êtes pas des héros. En France, on vous dit pas merci. En France, vous n'êtes pas accueillis. Ça, Enfin, vous, c'est particulier parce que vous êtes anonyme. Parce ça- que peut-être- Mais ça arrive en France, encore une fois, le Bataclan, tout ça, Je pense que ça arrive. Charlie, tout ça. Le lendemain, je suis un tel, je suis policier, etc. Ça, c'est fabuleux. C'est pas un truc dont les militaires souffrent, ça, le manque de patriotisme ou de soutien par rapport à l'armée, aux institutions? En fait, concrètement, c'est pas ce qu'on est venu chercher. J'imagine, ouais. Ouais. On a le respect de nos chefs. On reçoit des médailles. On reçoit la satisfaction de nos proches qui nous disent voilà, t'as fait quelque chose d'incroyable et ça nous suffit. Si j'avais. La Légion d'honneur, ça suffit, quoi. Non. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir la Légion d'honneur. Quoi, t'as la croix de... J'ai la croix de la valeur militaire plusieurs fois. 5 citations, c'est ça? J'ai eu la 6e récemment, juste avant de ma retraite. Il y a bientôt l'Ordre national du mérite qui arrive. Enfin, c'est quelque chose qui me fait du bien, moi, personnellement. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est des rubans posés sur le cœur, quoi. Moi, quand je parle à ma femme, elle comprend pas trop. Elle comprend quand elle lit la citation, ce qui s'est passé, mais la symbolique, c'est nous, militaires, on le comprend. Mais... Il n'y a pas de bon commando sans une femme hors du commun. Ouais, ça c'est évident. Ça, c'est ce que t'écris à la fin. Tu fais comment pour avoir une vie de famille ou, c'est pas possible de... Si, c'est possible de concilier les deux, de faire... Ouais, c'est possible de concilier les deux parce que j'ai la chance d'avoir Laetitia qui est exceptionnelle et qui gère tout. Elle est ma secrétaire, ma confidente, ma femme. Enfin voilà, on a besoin d'une femme parce que quand le téléphone il sonne et qu'on doit partir en 6 heures de temps pour monter dans un avion, en fait on lâche tout. Moi il m'est arrivé un jour de Noël, on est en train de trinquer le champagne et puis voilà, je dois prendre la voiture et faire les 500 km à fond pour monter dans un avion. Et voilà, tu es obligé de partir et puis il y a les enfants qui pleurent et en fait le plus dur à chaque fois c'est pour les gens qui restent. Moi je sais que dans 6 heures je suis dans un avion avec mes potes et on va aller réaliser quelque chose d'exceptionnel. Elle, Laetitia, elle reste à la maison et elle vit son quotidien et elle le subit parce que voilà, elle doit vivre mon quotidien, elle doit me remplacer. On peut assimiler vie de commando et vie familiale. Ça c'est bien sûr, bien sûr. Ok. Rapidement, en ce moment c'est la guerre en Ukraine. Là, Ouais. on est à 100 jours de guerre à peu près. Là on assiste à un conflit de haute intensité. Quand on s'intéresse un peu aux questions de défense aujourd'hui, on sait que les livres blancs de l'armée, notamment en France, nous préparent davantage à des conflits de haute intensité à l'avenir. Toi, en tant que force spéciale avec ton vécu, parce que là vous vous déplacez dans des campements ou dans des forêts ou dans des milieux un peu exotiques comme ça. Là, on est en Europe, c'est du combat urbain de très haute intensité, ça tire de partout, il y a des bombardements, des mortiers. Ça, c'est un truc, c'est une situation qui pour toi serait la haute intensité comme ça, du jamais vu ou pour des forces françaises. Alors moi déjà sur l'Ukraine, je dois pas forcément m'exprimer dessus parce que je maîtrise pas le sujet à 100%. Je sais une chose, c'est que j'ai confiance en la France. On est capable d'énormément de choses en très peu de temps. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de choses en préparation. On anticipe énormément. Je discute encore hier avec des gars où, voilà, si on a besoin de nous, comment on va le faire? Donc il y a l'État français est déjà en train de réfléchir à énormément de sujets, énormément d'opportunités. En fait, le lieu, on le connaît, on le maîtrise. Mais ce qu'on maîtrise moins, c'est cet ennemi qui est autant équipé que nous. Oui. Dans le passé, c'était des gars qui avaient une Kalachnikov, des explosifs, et puis ça s'arrêtait là. Là, peut-être, potentiellement, l'ennemi maîtrise la 3D, maîtrise énormément de choses, aussi bien que nous. Donc c'est quelque chose de nouveau. Mais je reste confiant, et j'espère avoir une bonne fin, que tout se tasse, et qu'on reprenne une vie normale, surtout, quoi. C'est le plus important. Ok. Il y a énormément de conseils et de précisions dans ce livre, c'est assez étonnant, jusqu'à la diététique, le niveau de glucides, le pourcentage de protéines qu'il faut prendre. C'est assez exceptionnel, c'est vraiment très, très, très complet comme travail. Tu vas même, et je voulais revenir là-dessus, jusqu'à conseiller de prendre 0,5 de plus en taille de chaussure. Ouais.
Est-ce que ça va jusque-là, la préparation, vraiment? Oui, c'est très important, c'est le détail qui fait tout. Nous, on a l'habitude de remplir nos gourdes au Stachco. On les remplit à ras-bord. Il faut que ça déborde, quoi. Parce que c'est peut-être ces petites gouttes qui vont faire la différence. Nos lacets de chaussures, on les laisse pas dehors, on les rentre à l'intérieur. La chaussette, le caleçon, le moindre détail, c'est hyper important. On va peut-être se mettre un sparadrap sur les tétons parce qu'on sait que quand on court longtemps, voilà, ça va créer des frottements et puis on va être gêné pendant 5 jours, ça va nous piquer, etc. On essaie de partir avec de la vaseline entre les jambes. Ouais. Pour ceux qui ont des grosses cuisses bien musclées, là, et ben, ils se mettent de la vaseline parce que voilà, ils sont intelligents. En fait, ils se préparent à une épreuve. Et il faut anticiper tout ça. Et peut-être que le gamin qui lit ça, il se dit bah tiens, ouais, à Decathlon ou dans un autre magasin de sport, il va choisir la demi-pointure en plus. C'est ce qui va faire la différence. Je l'espère, en tout cas. En tout cas, la grande classe pour ce livre, on le rappelle, Objectif Force Spéciale de Matt. Merci beaucoup, Matt, aux éditions Palotaillac, je le précise. Et voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Ça a été un très grand plaisir et bravo une nouvelle fois pour ton parcours. Merci beaucoup. À bientôt.